Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le mardi 19 avril. Voici les titres. 11 associations dédiées à l'accompagnement des personnes en situation de handicap mental unies. Elles ont créé en février le collectif Handisocial 78. L'objectif, mieux faire entendre la voix des professionnels du social et médico-social. Nous en parlons avec 2 présidents d'associations membres du collectif. J-5 avant le deuxième tour de l'élection présidentielle. Les électeurs devront trancher entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen à quelques jours du scrutin. Quelles sont les attentes des enseignants? Une institutrice de Morpa témoigne. Et puis même en ce week-end prolongé de Pâques, les sportifs étaient sur les terrains ce week-end. Retour sur les principaux résultats et notamment en football. On connaît désormais l'affiche de la finale de la Coupe des Yvelines Seniors. Mais avant de développer ces titres, cette information révélée par nos confrères du Parisien dans leur édition du jour. Ce samedi à Boifle, 68 animaux ont été sauvés par les autorités, 60 poules, 7 cochons et une autruche. Les gendarmes ont été alertés par un promeneur. Sur place, les animaux vivaient dans des conditions déplorables, sans eau ni nourriture. Plusieurs cadavres de poules, renards et blaireaux ont été également découverts. Et les animaux ont pu être mis en sécurité dans une pension à Chevaux à Houdan. Et un énorme élan de solidarité a permis de recueillir des légumes et fruits pour les nourrir. La majorité des rescapés sont désormais dans de nouvelles familles d'accueil dans les Yvelines. En Essonne, l'autruche devrait-elle être accueillie dans un zoo-refuge? Une enquête a été ouverte pour permettre d'identifier le propriétaire des lieux. Handisocial 78 tire la sonnette d'alarme. Le secteur du social et médico-social est en danger. En février, ce collectif a été créé dans les Yvelines par 11 associations. L'objectif, c'est de demander la reconnaissance pour tous les professionnels du secteur afin d'assurer la continuité de l'accompagnement des personnes en situation de handicap mental. Pour en parler, 2 invités en plateau. José Lucas, bonsoir. Bonsoir. Président de l'association IES pour Insertion, Éducation, Soins, qui fait partie de ce collectif. L'association, elle, est basée à Trappes et également Jean-Michel Reiter qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président d'une autre association, président d'Avenir APEI, dont le siège social se situe, lui, du côté de Carrières sous Poissy. Alors si on vient aux origines de ce collectif, je l'ai dit, fondé en février, pourquoi l'avoir créé? On imagine le contexte post-crise sanitaire qui a endommagé la situation qui était déjà compliquée. Quel est le contexte aujourd'hui, José Lucas? Le contexte de création, il est tout simple. Il s'est avéré qu'en fin d'année dernière, on a senti un gros problème de rémunération, un problème de valorisation des métiers du médico-social. Contrairement à ce qui s'était passé dans le public, toute la partie privée, c'est-à-dire toutes les associations, rien ne s'était passé. Donc il a fallu qu'on réagisse, on s'est tous mis, on se parle régulièrement, et là on s'est dit, il faut vraiment faire quelque chose. Il faut faire passer ce message, pouvoir sensibiliser un peu, notamment sur le 78, nos élus. Et c'est à ce titre qu'on a créé ce collectif, où on a réuni 11 grosses associations en fait du secteur. Et puis on s'est réunis aujourd'hui pour la première fois, c'était vraiment la grande journée inauguratrice, on se voit en permanence, mais là on s'est vu vraiment en présentiel, grâce à 50 ans Yvelines qui nous a prêté une salle, donc c'est vrai que c'était absolument super. Du côté de la commanderie. À la commanderie des Templiers, à Elancourt, et c'est vrai que c'était vraiment une très belle initiative, et on a pu faire une journée où on a pu débattre pour les actions qu'on pourrait mener, et ce qu'on a à dire aujourd'hui en matière de valorisation de ces métiers du médico-social. Des actions à mener, des messages à faire passer, Jean-Michel Reiter. On va en parler dans un instant, et aujourd'hui, une nouvelle étape, José Lucas le rappelait, c'est cette première réunion en présentiel. Là, c'est le vrai lancement, on va dire, effectif, on va dire, de ce collectif aujourd'hui. Oui, enfin, on s'était déjà réunis auparavant. Quelques communiqués de presse avaient déjà été aussi sortis. On avait un travail en amont qui avait été fait, mais l'idée, c'est surtout que ce comité, il a surtout été consolidé à la suite des oubliés du Ségur. Et donc là, aujourd'hui, on commence à avancer, je dirais, dans les dispositions que le gouvernement va prendre. Et c'est aussi de voir les objectifs que l'on aurait dans le temps, dans les mois à venir, et la manière dont on se réunirait entre président et directeurs généraux. Vous parlez du Ségur de la santé, annoncé par le gouvernement, en plein contexte de crise sanitaire, avec l'un des objectifs, c'est aussi de valoriser les soignants, notamment d'augmenter leur rémunération, avec plusieurs ajustements. En février, c'est le dernier, le gouvernement a annoncé l'élargissement du Ségur aux éducateurs spécialisés avec une hausse de 183 € par mois. Le compte n'y est pas, il y a encore des métiers qui ne sont pas concernés par ce Ségur, il y a encore des oubliés aujourd'hui de ce Ségur de la santé. Oubliés notamment toute la partie administrative, les chauffeurs par exemple. Donc nous, tous ces gens-là qui tournent autour du médico-social et qui sont vraiment vitaux dans le cadre de l'accueil, de l'accompagnement des handicapés, c'est vrai que c'est une part. Aujourd'hui, cette part, elle doit se résumer à peut-être 10%. C'est vraiment, je ne veux pas dire infime, mais
Mais c'est vrai que c'est important pour nous, parce que ces gens-là travaillent. Et sans accompagnement, sans cuisinier, sans chauffeur, il n'y a pas un accompagnement de qualité. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on veut repousser et qu'on veut continuer on veut en parler et on veut véritablement que des choses soient faites là-dessus. Oui, ce sont des métiers essentiels aujourd'hui. Jean-Michel Ritter. C'est des métiers essentiels. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on n'a pas les financements aujourd'hui. C'est-à-dire que... Parce que la problématique aussi, c'est que des financements ont été annoncés dès l'année dernière, qui aujourd'hui ne sont pas encore arrivés. Voilà, sur les autres métiers. C'est vrai qu'on peut dire que 80-90% de la population, au niveau du personnel, normalement rentre dans le cadre du Ségur aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore les financements. Ces financements devraient être... Il nous manque un décret, donc ça a été annoncé, on devrait les avoir en juin, avec un effet rétroactif, mais pour l'instant, on n'a pas de certitude là-dessus. C'est vrai que c'est un vrai problème. Il y a une problématique aussi aujourd'hui, c'est que beaucoup de postes ne sont pas pourvus dans le secteur du social et médico-social. Dans les Yvelines, nous, en tant qu'association, on sait qu'il y a 400 postes qui ne sont pas pourvus, au moins 400 postes. Et ça nuit à l'accompagnement des établissements, des personnes que l'on accompagne. Comment on l'explique? C'est la rémunération qui est moindre, c'est aussi les difficultés de ce métier, aussi dans ce contexte post-crise sanitaire? Je crois que moi, le balbutiement qu'il y a eu avec le gouvernement qui n'a pas apporté, qui n'a pas, qui n'a pas apporté l'équivalent du Ségur dans nos associations, ne donne pas envie aux différentes personnes de venir travailler chez nous. Donc, une revalorisation un petit peu des métiers, c'est également un travail que l'on aura à faire dans le temps. Il faut valoriser nos métiers. Et juste pour préciser, pour ce collectif qui représente, je le rappelle, 11 associations, pour montrer aussi toute la conséquence dans les Yvelines, 10 000 personnes vulnérables sont accompagnées par ces associations, ce qui représente aussi 3 500 professionnels. On parlait des conséquences directes, conséquences sur l'accompagnement qui peut être moindre. Les conséquences directes, ça pourrait être la fermeture de l'établissement. À partir du moment où vous n'avez pas le personnel pour pouvoir accueillir les handicapés, on peut en arriver à ce point-là. On n'en est pas là, et c'est vrai qu'on arrive à le gérer, mais par un effort encore accru qui est fait par tous nos professionnels, avec des équipes réduites. Et c'est vrai que le fait d'avoir ces problèmes de recrutement pénalise l'accompagnement. Donc aujourd'hui, on arrive à assurer un accompagnement digne pour l'ensemble de nos adultes ou enfants handicapés, mais on est à la limite, on est véritablement à la limite, et c'est vrai que c'est très très dur. Pour que nos téléspectateurs se rendent compte, qu'est-ce que c'est assurer un accompagnement au quotidien de ces personnes en situation de handicap mental? C'est très très complexe. Assurer un accompagnement, c'est assurer la partie accompagnement pur, c'est-à-dire l'accueil, déjà rien que l'accueil. Le matin, quand vous allez le chercher, on va chercher les handicapés pour une grosse partie, on va les chercher au domicile. Déjà, il y a cette première partie, le chauffeur. Si vous n'avez pas de chauffeur, vous n'allez pas le chercher. Donc en fait, vous demandez aux familles de vous l'amener. Ou alors ceux qui sont... c'est toujours un vrai sujet. Donc ça, c'est déjà la base. Ensuite, vous avez tout l'accompagnement médico-social. C'est le soin, c'est tout ce qui touche à l'inclusion, essayer de lui apporter les éléments qui lui permettent de rentrer dans la société. Tout ça, c'est vraiment un ensemble. Et toutes nos professions travaillent pour arriver à faire cet amalgame et avoir quelque chose de concret et qui soit efficace pour nos handicapés, en fait. Une dernière question. Oui, allez-y. On a des publics qui vont de l'enfance jusqu'à des personnes qui sont très âgées. Ça concerne beaucoup d'âges. Donc l'accompagnement, il est vraiment très diversifié. Et par exemple, c'est vrai que les infirmières, par exemple, il y a des établissements dans d'autres départements qui manquaient d'infirmières et qui ont été pratiquement obligés de fermer pendant plusieurs jours. Parce qu'il n'y avait pas d'accompagnement et qui prenaient des risques, parce que quand on est dans des foyers d'accueil médicalisés, si on n'a pas d'accompagnement d'infirmières, on met en danger les personnes qu'on accompagne. On peut mettre en danger les personnes qu'on accompagne. Une dernière question, est-ce que vous avez l'impression que cette thématique a été abordée dans ce contexte? On est dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, demain il y a le débat de l'entre-deux-tours. Est-ce que ça a été un thème oublié, à votre avis? Très peu, on peut dire que le handicap a été un petit peu oublié. Donc, alors, on va défendre un petit peu les pouvoirs publics. C'est vrai que des mesures ont été prises juste avant, donc on attend maintenant d'en voir vraiment les conséquences sur le terrain, mais c'est vrai que ces mesures, elles ont été prises, donc globalement il y a quand même du positif, mais il faut avouer que quand on écoute les débats, on parle très peu du handicap. Ça n'a pas été un sujet d'actualité. En tout cas, ce collectif Handi Social 78 va parler de ces sujets. On peut avoir plus d'informations sur le collectif via le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci d'avoir été avec nous, José Lucas et Jean-Michel Ritter. Je rappelle, José Lucas, président d'AIES, et Jean-Michel Ritter, président
Étudiants d'Avenir, APEI 78, donc 2 associations qui font partie de ce collectif Handi Social 78 qui a été créé en février dans les Yvelines. À Carrière-sur-Seine. Et qui est basé à Carrière-sur-Seine, j'ai dit à Carrière-sous-Poitiers. Pardon, Carrière-sur-Seine, voilà pour la précision. Et AIES est basé à Trappes. Merci d'avoir été avec nous. Dans l'actualité également, cette mobilisation ce matin à HR, une trentaine d'enseignants du lycée Louise Weiss étaient en grève, protestation contre le manque de moyens horaires pour l'établissement, une baisse de 74 heures annuelles prévue pour la dotation horaire globale de la rentrée prochaine. Elle s'explique par la fermeture de 2 classes. Les enseignants craignent une dégradation de l'offre scolaire sur place et de l'accompagnement des élèves. C'est justement à une enseignante que nous avons tendu notre micro à 5 jours du 2e tour de la présidentielle. Quelles sont les attentes pour le futur président, envers le futur président ou future présidente de la République? Elle a été interrogée par Mathilde Franco. Je m'appelle Ludivine Grosjean, je suis enseignante depuis 13 ans maintenant, en maternelle depuis 3 ans. Au quotidien, c'est la classe maternelle, donc c'est des ateliers, c'est de la phonologie, des chants, des histoires à lire, de la motricité, donc du sport. C'est également beaucoup de civisme. La maternelle, c'est un lieu de socialisation. Donc on apprend aux enfants à vivre ensemble, à grandir ensemble, à travailler ensemble. On en fait des petits citoyens. C'est quelque chose qui peut être un peu surprenant de la part d'un enseignant, mais j'attends pas forcément d'être payé plus. J'aime mon métier, j'ai pas besoin d'être payé plus. En revanche, je pense qu'il faut vraiment dégager beaucoup d'argent pour payer davantage les gens qui travaillent avec nous. Donc payer davantage les jeunes qui démarrent, qui ont besoin d'un attrait pour rentrer dans le métier et pour y rester. Parce qu'il y a quand même beaucoup de professeurs stagiaires qui, au bout d'1 an, s'en vont. Et pour également recruter des remplaçants. Parce qu'on est très content de faire notre métier, mais quand on a 40 enfants dans notre classe à gérer, on ne peut pas bien s'en occuper. Et on ne peut pas faire notre métier correctement, même si on est motivé, même si on aime ça, même si on veut bien travailler plus longtemps peut-être, faire des grosses journées, mais on ne peut pas faire des grosses journées dans ces conditions-là. Donc il faut repenser la distribution de l'argent au sein de l'éducation nationale. 2e tour du scrutin TV78 vous en apprend plus sur le rôle de président de la République. C'est avec Raphaël Matta-Duvigneau, professeur de droit public à l'université Versailles-Saint-Quentin, membre du collectif des surligneurs. Ce soir, focus sur les pratiques du pouvoir présidentiel. Une constitution, c'est un esprit et des institutions, une pratique. Justement, qu'en est-il de la pratique du pouvoir présidentiel ? La Constitution de 1958 a instauré un régime marqué par un pouvoir exécutif fort, l'institution présidentielle devant en effet être immunisée contre les vicissitudes d'un parlementarisme dominateur. Par la révision constitutionnelle de 1962, le président, élu au suffrage universel, a su s'émanciper de la tutelle parlementaire et accentuer sa suprématie au sein du système institutionnel. Et depuis l'instauration du quinquennat, il voit sa prééminence renforcée, puisque la corrélation entre la durée des mandats présidentiels et des députés fait du premier le véritable chef de la majorité. Ainsi, le président bénéficie d'une légitimité constitutionnelle et populaire qui fait de lui le véritable dépositaire de la souveraineté nationale. Toutefois, la nature politique du régime varie sensiblement au gré des circonstances politiques et l'étendue du pouvoir du président de la République dépend de la coïncidence ou non des majorités présidentielles et parlementaires. Dans le premier cas, il choisit librement le Premier ministre qui lui est donc subordonné. Il a même la latitude de lui demander sa démission. Le régime présente alors un caractère présidentialiste et dans les faits, c'est bien le président qui détermine et conduit la politique de la nation et assure enfin les différents arbitrages. En cohabitation, toutefois, le président doit choisir le Premier ministre parmi les membres de la majorité parlementaire pour que le gouvernement bénéficie du soutien et de la confiance de l'Assemblée. S'agissant des ministres, la pratique a montré que le président dispose tout au plus d'un droit de veto pour certaines fonctions dites de souveraineté. Mais en réalité, l'influence du chef de l'État est très réduite et la France devient un régime primo-ministériel dit à l'européenne. La Ve République est donc un régime marqué par une imprévisibilité et une insécurité quant à la répartition des compétences au sein même de l'exécutif. Alors au final, le président a besoin d'une majorité pour gouverner. Et les élections législatives à venir sont donc fondamentales puisque c'est elles qui vont attribuer réellement le pouvoir.
Et en vue du deuxième tour, 49 maires des Yvelines appellent à voter pour Emmanuel Macron. Ce mardi, ces élus de sensibilités diverses ont signé une tribune commune publiée dans le journal du Parisien, initiative du maire de Poissy, Carl Olive, rejoint par les édiles de Versailles, Saint-Germain-en-Laye, les Mureaux ou encore Mantes-la-Jolie. Concernant Marine Le Pen, les signataires expriment de vives craintes sur la liberté de la presse, le pluralisme politique ou encore l'Europe. Elle représente pour eux, je cite, l'extrême droite qui ne dit pas son nom. Mickaël Elmidoro m'a rejoint en plateau, bonsoir. Bonsoir. Pour parler d'un tout autre sujet, vous êtes le journaliste sport de la rédaction de TV78 et même en ce week-end de pont, Mickaël, de nombreuses rencontres étaient programmées dans les Yvelines, à commencer par du football et les demi-finales de la Coupe des Yvelines. Ce match était particulièrement attendu par les amoureux du football dans les Yvelines. Le voisin FC, leader de D1 de district, recevait Plaisir, leader de 2e division de district, sur sa pelouse. Une rencontre entre deux équipes en forme après 45 minutes équilibrées. La rencontre s'est décantée en seconde période avec tout d'abord ce but de voisin sur cette tête après ce beau centre, mais Plaisir ne renonce pas. Les Plaisirois arrivent à recoller au score avec ce but, mais voisin, on voit le premier but. Ça y est, on voit le premier but de la tête, voilà. Très joli au deuxième poteau. Mais Plaisir ne renonce pas, les Plaisirois arrivent à recoller au score avec ce but, mais Voisin remportera finalement la victoire grâce à ce coup de canon en fin de match. Un vrai plaisir. Donc là, on voit le but de Plaisir. Dans quelques instants, voilà, le coup de canon. C'est du plaisir pour les yeux. Très joli, très instantané. Le gardien n'a quasiment aucune chance d'arrêter la frappe. 2-1, ce sera le score final. On écoute les réactions au micro de Céline Char. Je pense qu'on a la gestion des émotions. Je pense que quand on a été sur des temps faibles, on a bien géré ça. On a été costaud dans les duels. Et puis on savait que notre heure allait arriver. On sait qu'on marque tout le temps. Donc on savait que ça allait arriver. Et on a ouvert le score. Et une fois qu'on avait ouvert le score, on savait que voilà, même si on n'était pas capable de gagner le match, et on allait avoir une occasion justement pour les punir sur la fin. Et ça a payé. Une grosse déception puisque je pense qu'on a quand même fait largement jeu égal avec cette équipe qui est en tête de la première division. On a eu les situations pour faire basculer le match en notre faveur. Malheureusement, on n'a pas réussi à les concrétiser. Et puis après, sur une petite erreur, à la fin, on concède ce deuxième but qui nous fait très mal. C'est donc une grande première pour le club de Voisin, le Bretonneux. Forcément, Voisin ne veut pas s'arrêter là. On écoute le milieu de terrain buteur. On est hyper content, franchement, on va essayer de fêter ça avec tout le club parce que voilà, on fait une bonne saison championnat, là on fait une finale en coupe, donc on va essayer de faire un doublé. C'est pas fini encore, il reste encore quelques matchs, mais on peut le faire. Mais qui Voisin va-t-il affronter en finale? On se le demande bien, tous. Ce sera le club, voilà, tout le monde se pose la question. Eh bien, ce sera le club de Trappes. L'équipe 2 s'est imposée 2-1 sur sa pelouse. Les Trappistes affronteront donc les Vicinois. La finale est programmée le 19 juin prochain. Ce sera à Montigny, le Bretonneux, Grégory. Donc un derby saint-quentinois, en terre saint-quentinoise pour cette finale de la Coupe des Yvelines. C'est ça, moi je vais réserver mes tickets parce que ça sera une belle finale à mon avis. On jouait d'autres demi-finales de la Coupe des Yvelines, cette fois-ci CDM, ça veut dire championnat du dimanche matin. Exactement. Il se réveille très tôt pour jouer à 9h30 le matin. Très tôt, hein. Nous on est plus sur les matchs de l'après-midi oui. en général, nous pour TV78, mais quand même on s'intéresse à ce championnat du dimanche matin. Après de bons résultats en championnat et une 3e place, Villiers-le-Mailleux se qualifie pour la finale de la Coupe des Yvelines CDM. Le club a dominé les Portugais de Plaisir à domicile devant plusieurs dizaines de supporters. Score final 2-2 et 4 tirs au but à 3. Football, toujours la 4e division française, c'est-à-dire la Nationale 2 des Yvelinois qui cartonnent toujours et un premier but plein de symboles. Exactement, Grégory. Alors ce premier but, on va parler juste dans un instant. Un championnat avec du suspense à tous les étages pour nos clubs yvelinois. Pour la montée, Versailles reprend sa marche en avant après 2 matchs nuls. Les Versaillais l'ont emporté 3-0 à domicile contre Vitré avec 3 buts signés Christopher Ibailly, l'avant-centre. Une victoire qui leur permet de conserver la première place du classement et de se rapprocher de la montée. Ils ont 4 points d'avance sur la réserve de Lorient et 7 sur Chartres. De son côté, Poissy s'est imposé 3-0 sur le terrain de la réserve de Caen. Et on va voir ce dernier but. Le dernier but, il est l'œuvre de Roman Yalovenko, l'attaquant ukrainien de 27 ans, s'entraînait depuis 1 mois et demi avec les Pissiakés suite au conflit en Ukraine. Le joueur qui évoluait en 2e division avant la guerre dans son pays a pu s'engager avec les jaunes et bleus la semaine dernière. Il a donc réussi sa grande première avec ce but et il a pesé sur le jeu de l'équipe. Voici le but, tout plein de symboles. Et je reprécise juste les résultats parce qu'ils ne se sont pas affichés à l'écran. C'était pas la bonne animation qu'on avait. 2 victoires, 3-0 pour nos clubs yvelinois. Exactement. Versailles qui l'a
emporté avec un triplé de Christopher Ebailly, et Poissy également 3-0 face à la réserve de Caen. On parle de football encore, mais football américain cette fois-ci. Football américain dans le championnat de 2e division. Les Templiers d'Élancourt ont de plus en plus de mal à performer. Les Élancourtois se sont une nouvelle fois inclinés. Ils ont perdu 25-0 sur le terrain des Dragons de Paris à l'occasion de la 8e journée. Au classement, Élancourt est toujours 2e de sa poule et peut toujours espérer monter en fin de saison. Du handball à présent. Rien ne va plus pour les féminines de Montigny-le-Bretonneux. Les joueuses d'Igny-Montel ont enregistré une nouvelle défaite ce dimanche 17 avril. Elles se sont inclinées 29-28 face à l'AX Césaire Le Vilain à l'occasion de la 20e journée. Une défaite qui fait mal au classement. Montigny-le-Bretonneux reste à la 8e place sur 12 équipes engagées dans la poule. Et on termine ce tour d'horizon par du rugby. Dans le championnat de Fédéral 2, Plaisir a concédé la défaite sur le terrain de Sarcelles à l'occasion de la 22e journée du championnat. La logique a été respectée face au 3e. Le score 27-20. Plaisir est toujours 7e à 3 journées de la fin du championnat. Il reste 3 matchs pour espérer jouer les phases finales. Merci Mickaël pour toutes ces précisions. Et ce week-end, c'est un tout autre sport que vous vous êtes adonné. C'est la chasse aux œufs. À l'occasion de Pâques, la ferme de Galie à Saint-Cyr-l'École organisait sa grande chasse au chocolat tout le week-end. Et les gourmands ont fait le déplacement. On regarde votre reportage, Mickaël, avec la voix de Céline Charles. Je veux manger des chocolats. L'objectif est clair ce samedi 16 avril à la ferme de Galie de Saint-Cyr-l'École, trouver du chocolat. Pour cela, ces jeunes explorateurs sillonnent les champs du site pour ramasser des faux œufs colorés. Leur collecte est ensuite échangée avec de vraies gourmandises. On a une petite règle du jeu, on a tant d'œufs jaunes à trouver, blancs, bleus, etc. On donne une petite boîte à œufs aux enfants, ils remplissent leurs petits œufs. Et sinon, la nouveauté de cette année, c'est qu'on a caché 5 œufs d'or dans la ferme. Même moi, je ne suis pas au courant où c'est caché. Et ceux qui trouvent, ils auront une petite surprise. Au moment de notre tournage, un seul œuf d'or avait été trouvé. Mais les enfants ont tous garni leurs boîtes. Au total, près de 6000 paniers ont été distribués sur 2 jours à l'occasion de cette fête des œufs. On retrouve à chaque fois 12 chocolats et parfois plus à l'intérieur. Qu'est-ce que t'en penses toi de cette journée ? Elle est bien parce qu'elle a des œufs de Pâques. Il fait beau, on est bien, la ferme de Galie fidèle à elle-même et on fait plaisir à notre enfant aujourd'hui. C'est super, c'est vraiment sympa pour les enfants cette chasse aux œufs colorés. En parallèle de cette chasse, les visiteurs pouvaient participer à différents ateliers créatifs autour de la ferme, des œufs, de la laine ou encore de la nature. On respire tous ensemble, dehors, qu'on apprenne, qu'on joue, qu'on soit ensemble, qu'on partage. Voilà, des moments simples qu'on partage ensemble et que tous les sens soient en éveil à travers nos animaux, les couleurs des prés qui changent et les œufs de couleurs, etc. Une journée pour se construire de beaux souvenirs en famille. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de la Fête des œufs à la ferme de Galie. Un rendez-vous avant de refermer cette édition. Samedi prochain, la clinique des franciscaines à Versailles organise des portes ouvertes. Une journée dédiée également au recrutement. De nombreux postes en CDD et CDI sont à pourvoir pour les infirmiers et sages-femmes. Les candidats pourront profiter d'une visite guidée de 9h à midi, déposer leur CV et effectuer un premier entretien avec les ressources humaines. Vous pouvez d'ores et déjà envoyer votre CV et vous inscrire par mail à l'adresse qui s'affiche dans cette animation. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, le 7-8 Culture présenté par Célia Gatsongo, une émission en partie tournée au Palais du Roi de Rome. C'est à Rambouillet. Belle soirée avec TV78.